Voilà, bonjour à tous. Nous démarrons sous le chapeau des roues, comme tous les vendredis d'ailleurs, le temps d'éteindre le portable qui se fait en direct dans le ZCL. Bonjour Jessie. Bonjour Danick. Bonjour Anaïs. Bonjour Danick. On va parler bien sûr tout à l'heure avec Anaïs d'économie circulaire. Vous savez ce que c'est? Bon, moi non plus, on va l'apprendre. Et plus tard, bien sûr, on va recevoir Vanessa Félixin, qui est en ce moment au colloque sur l'économie, mais viendra tout à l'heure nous parler de l'octroi de mer. C'est l'économie pour tous, c'est la deuxième chronique, peut-être au milieu du journal. Sinon, on reçoit aujourd'hui le maire de Sainte-Rose, on devrait dire la mairesse, pour féminiser la chose, c'est Madame Claudine Bajazé. On fera avec Jessie et avec la directrice du Petit Journal. Donc voilà le dernier exemplaire, il s'agit de Marie-Jacques, on parlera de Sainte-Rose. L'actualité aujourd'hui, bien sûr, on a beaucoup parlé du crash aérien de l'avion de l'Égyptaire. On n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, mais il faut savoir qu'en ce moment, des recherches actives sont menées et peut-être que les autorités égyptiennes ont trouvé des parties ou des morceaux de cet avion et des effets personnels. L'enquête est en cours. Et puis, il y a aussi la mise en examen hier d'un collaborateur de Lucette Michaud-Chevry. C'est dans le cadre d'une affaire qui traîne déjà depuis pas mal de temps. Enfin, il fallait en dire deux mots. L'actualité plus brûlante, c'est Jessie Ouvendama. Merci Danick. Et la journée européenne de l'obésité, c'est aujourd'hui. Vous avez tout en vous pour prendre en main votre santé. C'est le thème de la journée de la prévention proposée donc ce vendredi par le CHU de Pointe-à-Pitre. Et le championnat de France de planche à voile de l'UNSS a débuté. Près de 200 véliplanchistes s'affrontent en ce moment même sur la plage de Sainte-Anne en Guadeloupe. Et toujours dans le milieu scolaire, la première compétition de robots intercollège de la Guadeloupe aura lieu le 26 mai à Bémao. L'équipe du CREPS enchaîne les entraînements pour tenter de remporter le premier prix. Voilà, merci Jessie. J'ai omis de le dire, mais il y a aussi la revue de presse tout à l'heure vers 13h. Exactement. Le tour des journaux, des hebdos de la semaine, le petit journal, le progrès social et Nouvelle Semaine, et bien sûr le CCN aussi, puisque tout le monde parle de géothermie et d'esclavage et de réparation cette semaine. Et Jessie ne l'a pas oublié, ça c'est sûr. Alors, l'économie circulaire, bonjour Anaïs, rebonjour. Rebonjour Danick. Alors, on retrouve nos bonnes habitudes, puisque la semaine dernière, vous n'étiez pas là, moi non plus. Et donc, on va parler de cette économie circulaire. Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc lors de la dernière chronique, je vous avais promis qu'aujourd'hui, on parlerait d'économie durable. Et en fait, lorsqu'on parle d'économie durable, on parle d'économie circulaire. Oui. Avant de parler d'économie circulaire, je pense qu'il faut déjà qu'on s'interroge sur pourquoi on a eu la nécessité de changer de type de modèle d'économie. Donc, je vais déjà commencer par vous parler du premier modèle, donc en fait, qui était le modèle de la révolution industrielle, où on produisait vraiment en masse et on était sur un modèle où on ne s'interrogeait pas du tout sur l'épuisement des ressources naturelles. Ouais. C'est-à-dire qu'on se disait qu'il y aurait toujours du pétrole, toujours de l'eau, toujours etc. Tout à fait. Donc on était dans ce qu'on appelle un modèle linéaire, ouais, où on avait d'abord l'extraction des matières premières, donc en masse, la production, la consommation et puis les déchets, sans non plus se poser la question de où est-ce qu'on enfouissait tous ces déchets. Oui. Aujourd'hui, force est de constater qu'on ne peut plus fonctionner comme ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la première chose, c'est que les matières premières... Les ressources s'épuisent. Les ressources s'épuisent, tout à fait. La seconde chose, c'est qu'en bout de chaîne, concernant les déchets, eh bien, on le voit, chez nous, on est une petite île. Il y a un moment où on ne pourra plus enfouir dans nos décharges les déchets. Donc, il faut trouver un autre moyen de fonctionner. Et l'autre chose aussi qui est très importante, c'est l'emploi. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que l'emploi vient faire dans ça ? J'avais posé la question. Mais en fait, dans l'ancien modèle économique, on était sur des modèles de production très industrialisés et du coup, forcément, avec beaucoup de machines. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'humains sur Terre, donc de plus en plus de besoins d'emploi. Donc, il faut vraiment repenser tous ces modèles économiques. On ne va pas jeter la pierre à l'ancien modèle économique. Ça a permis quand même beaucoup d'évoluer dans l'industrie, de créer beaucoup de richesses. Oui, mais aussi beaucoup de pollution.
Mais effectivement, ça a eu un impact. Et à un moment, il a fallu qu'on prenne conscience de cet impact et du coup qu'on mette en œuvre des actions. La première action, ça a été de se dire comment limiter les choses. Voilà, on constate qu'on pollue énormément, qu'on prend pas du tout, enfin on fait pas du tout attention aux ressources, etc. Donc comment on limite? Donc il y a eu des mesures pour limiter les impacts environnementaux, mais ce n'était pas suffisant. Et donc c'est pour ça qu'on a jugé bon de créer un nouveau type d'économie. D'accord. Alors c'est cette fameuse économie circulaire. Voilà, c'est cette fameuse. On va entrer en plein dedans là maintenant. Maintenant, qu'est-ce que l'économie circulaire? Donc l'économie circulaire, c'est vraiment une réponse concrète. Là, on n'est plus dans juste la limitation, mais dans l'action. Comment on va développer un nouveau mode d'économie en prenant en compte les 3 piliers du développement durable, donc l'environnement, l'économie forcément, et puis l'aspect social et humain. Donc en fait, le but de l'économie circulaire, c'est vraiment de créer un produit ou un service en prenant vraiment en compte le fait d'utiliser le moins possible de matières premières et de ressources naturelles et en limitant le plus possible les utilisations de ressources naturelles telles que l'eau, l'énergie, etc. Dans ce modèle, en fait, on met vraiment l'accent sur des nouveaux modes de conception, des nouveaux modes de production aussi. On fera un zoom un petit peu sur comment chacun peut être plus acteur et responsable de sa façon de consommer. Et puis le prolongement de la durée de vie des usages, enfin des produits qu'on va avoir, et en bout de chaîne, bien sûr, voilà, pour ce qui est les déchets. Donc avant que ce soit un déchet, la réutilisation, parce que lorsqu'on est dans la société de consommation, dès qu'on s'en sert plus, on a tendance à tout jeter. Donc on va voir qu'il y a d'autres moyens avant de jeter, la réutilisation, le réemploi, et vraiment en tout bout de chaîne, lorsque c'est possible, le recyclage. Donc cette économie circulaire, en fait, on peut la définir sous 3 champs d'action, donc 3 champs sur lesquels on va pouvoir agir, et 7 piliers dans ces différents champs d'action. Donc le premier champ d'action, ça va être vraiment le produit qui va être proposé, en fait, par les acteurs économiques. Dans ce champ d'action, on va avoir 4 piliers. Le premier, ça va être l'approvisionnement. Lorsqu'un acteur économique décide de mettre sur pied un produit ou un service, ça va être comment il va s'approvisionner, justement le respect des ressources naturelles dont on parlait précédemment. Ensuite, il va y avoir l'éco-conception. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot c'est encore un terme nouveau. Encore un terme nouveau dans lequel on trouve éco, n'est-ce pas? Éco et conception, oui. L'éco-conception, c'est en fait, en phase de conception du produit, réfléchir à tout son cycle de vie jusqu'à la phase déchet. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser n'importe quel matériau pour produire donc ce qu'on va produire, plutôt utiliser des matériaux que l'on sait qui pourront être valorisés par la suite, soit recyclés, en fait, c'est ça, c'est le recyclage. Qui pourront peut-être être brûlés pour produire de l'énergie, quelle que soit la revalorisation, en fait, mais réfléchir dès la conception du produit à comment, en bout de chaîne, il pourra être valorisé. Ensuite, ça va être au niveau vraiment de l'entreprise, tout ce qui va être écologie industrielle, c'est-à-dire dans la façon de fonctionner de l'entreprise, comment il fonctionne. Ça va être aussi, par exemple, si on est sur de l'agriculture, faire de l'agriculture durable, respecter les terrains sur lesquels les terrains agricoles sur lesquels on va pratiquer cette agriculture. Ça va jusque-là. Et le dernier pilier, ça va être l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la société de consommation, comme on dit, lorsqu'on s'en sert plus, on va jeter. Là, on va peut-être réfléchir à peut-être des usages partagés, proposer des produits qui peuvent être utilisés par plusieurs personnes. Alors, on prend par exemple un exemple tout concret, mon petit journal que j'ai lu. Voilà. Alors, j'ai 2 possibilités, envelopper du poisson avec à la fin. Des possibilités, ça arrive, de faire des colis, ou alors ramasser tous les déchets de papier de journaux France Antilles, Progrès Social, et après les recycler et refaire du papier avec, par exemple. Voilà, utiliser les bornes de tri pour que ce soit valorisé. Oui. Mais l'éco-conception au niveau du journal, ça va être aussi proposer un journal numérique, par exemple, pour qu'on n'ait pas à l'imprimer. Ça va jusque-là. Jessie ?
Oui, tout à fait. Tout à fait, on est d'accord là. Oui, c'est vrai, oui. Donc voilà, c'est vraiment sur le premier pilier, le premier champ d'action, ça va être ça. Le deuxième champ d'action, ça va être nous, consommateurs. Une fois que ce produit nous est proposé, comment on l'utilise? Alors, la première action, ça va être l'achat. Lorsqu'on achète, on peut être soucieux de comment le produit qu'on achète a été produit. Dans quel contexte, dans quelle mesure? On a déjà parlé de favoriser les produits locaux, mais au-delà, parce qu'il y a des produits qui ne sont pas produits localement, comment ça a été produit? Il y a des labels qui valorisent une certaine façon de faire, par exemple. L'autre chose, ça va être, on parlait tout à l'heure de produits partagés, ça va être, si je ne suis pas dans cet esprit de consommation, j'ai besoin de quelque chose sur quelque chose, d'un matériau sur quelque chose de ponctuel. Tout à fait. Prenons un exemple, je vais repeindre ma maison, je dis n'importe quoi, hein, mais pourquoi pas. Et puis j'ai besoin de rouleaux, de tout le matériel de peinture, mais j'en ai besoin à un moment ponctuel. Plutôt que de l'acheter, pourquoi pas le louer? Voilà. C'est le système en voiture du covoiturage. Le système du covoiturage, par exemple. C'est vraiment cette idée de partage de quelque chose. On ne possède plus forcément quelque chose parce qu'on en a besoin à un moment ponctuel, mais on le partage, on le loue, voilà. C'est une autre façon de faire. Ensuite, il va y avoir donc, lorsqu'on n'en a plus besoin, on utilise quelque chose, on n'en a plus besoin. Toujours, société de consommation, le réflexe, c'est de jeter. Pourquoi ne pas, alors si on veut se faire en plus un petit peu d'argent, hein, pourquoi pas, pourquoi ne pas le revendre? Il existe des brocantes, il existe tout un tas de choses maintenant qui nous permettent de revendre physiquement ou même sur Internet. Et puis si on ne veut pas rentrer dans un système comme ça économique, pourquoi ne pas le troquer? De plus en plus, il existe des possibilités pour troquer les objets. Ça existe en Guadeloupe, le Ça existe en Guadeloupe. On va faire un zoom sur les actions qui existent en Guadeloupe. Comment faire chez nous pour pouvoir aller jusque-là. Ou alors, ça peut être, en plus, le troc, ça peut être des biens, mais ça peut être aussi des services. Donc voilà, ça va être, nous, dans notre façon de consommer, vraiment évoluer. Et il existe plein de choses en Guadeloupe. On va voir ça juste après. Et du coup, en bout de chaîne, comme on l'a dit, une fois qu'on ne peut plus l'utiliser, le réutiliser, eh bien, de préférence, le recycler. Donc pour ça, utiliser les bornes qui existent, les bornes de recyclage. Et vraiment, si ce n'est pas possible, le mettre avec les déchets ultimes. D'accord. Alors, est-ce que, justement, on peut arriver... comment ça se décline ici en Guadeloupe, cette économie circulaire? Alors, de façon globale, en Guadeloupe, il faut savoir que depuis l'année dernière, l'ADEME, qui est l'agence départementale de la maîtrise de l'énergie, a lancé une étude justement pour voir quels sont les potentiels de valorisation et de développement de cette économie circulaire chez nous. C'est très important, je le dis tout le temps, hein, mais c'est vrai qu'on est un petit territoire, donc c'est vraiment des choses qu'on peut valoriser sur notre île. L'autre action qui me semble vraiment remarquable, c'est l'action de la CCI qui, depuis quelque temps maintenant, a un chargé de mission économie circulaire. Et en fait, cette chargée de mission, on peut la nommer, hein, c'est Audrey Nagapin. Donc, elle est dédiée vraiment à l'économie circulaire en faveur des entreprises qui souhaitent se lancer dans cette démarche. Elle fait de la sensibilisation, de l'accompagnement, jusqu'à des actions concrètes, notamment sur la valorisation des déchets. Et c'est des actions qui peuvent avoir au niveau de leur gestion économique des effets non négligeables. Donc ça, c'est les outils. Maintenant, moi, pour nos téléspectateurs, hein, ça doit certainement les intéresser, on a parlé de cet aspect consommateur, on a donné des exemples. Alors, comment on peut faire chez nous? Donc, la première chose, les achats, c'est vraiment regarder les étiquettes, regarder les labels. Il y a maintenant de plus en plus, il y a des informations, les campagnes de publicité aussi mettent en avant vraiment les modes de conception, ça c'est la première chose. Ensuite, sur l'aspect produits qu'on n'utilise plus. On a parlé tout à l'heure de, pourquoi pas, les revendre. Il y a de nombreux marchés aux puces sur nos territoires qui sont organisés tous les mois, tous les 2 mois, au Moule, à Baïf, à Petit-Bourg, à Pointe-à-Pitre, à Sainte-Anne. Vous pouvez retrouver toutes les dates et les lieux de ces marchés sur un site internet qui s'appelle vide-grenier.org. Donc vide-grenier.org, c'est sur toute la France. Vous tapez Guadeloupe et là vous allez retrouver toutes les dates, comment y participer, si vous voulez vous acheter ou si vous voulez vendre aussi. Voilà, il y a toutes les informations et c'est très très bien fait. On parlait de troc.
Il existe plusieurs styles de troc. Il y a même des trocs jardins. Si on veut troquer, pourquoi pas des plantes. Chez nous, on a des plants d'arbres fruitiers, des choses comme ça. Il y a la possibilité de troquer ces choses-là. Donc ça, c'est organisé, je sais, tous les ans aux Abîmes. Il me semble aussi à Pointe-Noire. Donc pareil, sur Internet, vous tapez troc jardin, donc en créole Guadeloupe, et vous allez tomber sur les dates, comment ça s'organise. Et puis, donc on reviendra en fin de chronique sur un zoom, sur un troc un petit peu pour les fashionistas. Ça c'est pour Jessie. Sur les autres solutions de location, maintenant on peut tout louer en Guadeloupe, que ce soit du matériel, on peut même louer des vêtements. L'ubérisation. C'est un peu ce qu'on appelle l'ubérisation, mais pas forcément sur Internet. Hein. Il y a des boutiques qui vous proposent de louer, même comme je vous disais, des vêtements à Pointe-à-Pitre. Donc on peut vraiment tout louer. Tout est accessible sur Internet. Vous cherchez location de matériel, location de voiture, etc. Donc vraiment, aller vers ça, ça fait faire des économies en plus. Et enfin, le recyclage. J'insiste vraiment, de plus en plus les territoires sont équipés de bornes de recyclage. De plus en plus, les communes vont vers le recyclage de porte à porte. Et si on ne sait pas comment faire, parce que des fois on se dit mais je sais plus ce qui va dans la poubelle de tri, la poubelle verte, la poubelle bleue, le CIVAD, un site internet, donc SYVADE, qui est très très bien fait. Vous allez retrouver un guide interactif du tri sélectif. Vous rentrez ce pourquoi vous ne savez pas comment le trier, et ça vous donne toutes les consignes. Voilà. Donc le petit zoom de fin de chronique sur le troc dont on a parlé tout à l'heure. Depuis plusieurs années maintenant, il y a la Guada Troc Party qui existe. Ils sont très bien organisés, donc on peut troquer principalement des vêtements. Là, ça se fait sans argent. Hein. Ça se fait sans argent. Le troc, c'est gratuit. En fait, j'apporte un certain nombre d'objets et je peux en récupérer tout autant. C'est un échange, en fait, le troc. On appelait ça avant un brocantage. Voilà, c'est ce qu'on appelle le brocantage chez nous. Mais ça existe toujours. Il y a même des brocantages de cocottes pour les repas. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses qui se développent. Mais la Guada Troc Party, pourquoi c'est une initiative que je mets vraiment en lumière? Puisqu'en fait, il faut savoir que tout ce qui n'est pas troqué, parce que peut-être qu'on va apporter des choses et que ça ne trouvera pas preneur, est donné à des œuvres caritatives par la suite. Donc c'est vraiment une démarche globale. Ne jetez rien, troquez. Par exemple, voilà, ne jetez rien, troquez. La prochaine Guada Troc Party, c'est le 5 juin de mémoire. On y reviendra, j'espère. On aura l'occasion d'y revenir. On aura l'occasion d'y revenir. Il faut même un reportage là-dessus. Je promets, je dirais ça au caméraman de Canal 10, de faire un vrai zoom sur ce Guada qui se fera à Pointe-à-Pitre. C'est à Pointe-à-Pitre. C'est à Jarry. La prochaine, c'est à Jarry. De toute façon, je vous fais confiance, Anaïs, la semaine prochaine ou un petit peu avant. La semaine d'avant, on y reviendra. On y reviendra. Voilà, alors, globalement, si vous avez compris ce que c'est que l'économie circulaire désormais? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait appel à vide-grenier. Donc, ça se passe très bien. Et Guada Troc Party, on en avait déjà parlé sur Canal 10. Effectivement. Et il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, mais vous savez que maintenant, avec le développement de l'économie, justement, l'économie de consommation, beaucoup de gens ont chez eux de vieux portables. Tout à fait. Il faut savoir que les Ici, on a 2 chez elle qui ne servent à rien. Alors, les vieux portables, on parle de portables, tablettes, enfin tout ce qui est... vieux Sagem, ce vieux Sagem qui est là. Sagem, ça date, on fait plus ça maintenant. Mais je crois que j'ai un Sagem toujours. Je sais pas où est-ce qu'il a été chercher ça. Dans le grenier. Mais non, c'est dans 2 portables et un Sagem en plus. Oui, dans le grenier. En tout cas, il est 12h53. Anaïs, on vous remercie. On se retrouve vendredi prochain. Tout à fait. Et avec plaisir, on parlera on ne sait pas encore. Si on parlera plus du pilier social la semaine prochaine. Du pilier social. D'accord. Ben voilà, c'est fini. 12h53. On revient tout de suite sur Jessie et on va développer pour le premier titre tout de suite. C'est la journée européenne de l'obésité, Danick. Donc aujourd'hui, on le répète, c'est la journée européenne de l'obésité. Cette maladie touche plus d'1 milliard de personnes dans le monde entier. Plus grave encore, 2,8 millions de personnes atteintes d'obésité en meurent chaque année. Pour cette 7e édition, la journée européenne de l'obésité s'articule autour du thème « Vous avez tout en vous pour prendre en main votre santé ». C'est au CHU de Pointe-à-Pitre que s'est organisée cette journée. Reportage Nicolas Hachi. CHU est engagé avec les personnes qui souhaitent lutter contre le surpoids et l'obésité au travers d'un parcours de soins
un parcours qui peut être médical ou médico-chirurgical. Au niveau médical, il y a des diététiciennes qui peuvent être rencontrées dans le cadre de consultations externes ou d'endocrinologues comme moi pour la prise en charge du surpoids et de l'obésité. L'obésité, si elle est installée, c'est qu'il y a certainement ou un excès alimentaire, mais pas toujours, ça peut être seulement un déséquilibre alimentaire. Et on le sait bien, on aime manger ce qu'on aime, puisqu'on a la chance de vivre dans un pays où l'offre alimentaire est importante, donc on fait des choix, mais pas toujours les bons choix. Donc notre rôle va se situer à ce niveau-là, où on va conseiller les gens sur les aliments qui sont à mettre de préférence dans l'assiette et éviter ceux qui sont trop caloriques, trop gras, trop sucrés. J'ai toujours été obèse depuis toute petite, donc je lutte avec ça et mes parents. Et mes parents m'ont aidé depuis toute petite, depuis l'âge de 8 ans, donc hôpital de jour, régime, toutes sortes de régimes possibles et inimaginables, qui n'ont bien sûr pas marché, puisque suite à plusieurs régimes, on perd du poids, mais on reprend le double. Donc l'effet yo-yo, je connais très bien. J'ai décidé de me faire une sleeve. Alors, la sleeve qui a été effectuée par le docteur Avendano à la clinique Les Eaux Claires, et ça s'est très bien passé. Donc, et suite à ça, j'ai perdu 63 kilos à peu près. Donc aujourd'hui, je pèse 79 kilos et voilà, donc je suis heureuse. Ça me suffit amplement. Je pourrais perdre plus par rapport à mon IMC. J'aurais dû, mais je me sens bien comme je suis. Le résultat. Alors normalement, je suis à 36. Alors je passe en type 2. Et elle m'a dit masse de graisse, il faut perdre 14. Je suis déjà à mon régime. Comme je vous dis, je suis diabétique, je suis déjà à mon régime. Parce que je veux absolument perdre. Le résultat, c'est parfait. J'ai 56 ans, je fais tour de taille 97 et poids 57 kg 700 et taille 1,58 m, 23 de masse. Je suis à la normale. Tout est consommable, il ne faut rien enlever de l'assiette. Il faut aussi se faire plaisir, puisque même avec un surpoids, il faut aussi considérer que le repas est un moment important. Donc ne rien écarter, mais il y a quand même des aliments qu'il faut éviter. Ça veut dire qu'on va les consommer assez peu, des occasions festives, mais en tout cas pas au quotidien et surtout pas en grande quantité. Et côté sport, le championnat de France UNSS de planche à voile, c'est en ce moment dans la ville de Sainte-Anne en Guadeloupe. Près de 200 jeunes venus de l'Hexagone, la Martinique et bien sûr la Guadeloupe se disputent les premières places. L'événement qui a démarré mercredi se clôturera samedi après-midi. Nous sommes allés suivre les épreuves hier sur la plage de Sainte-Anne. Reportage Nicolas Hachi. Le service régional UNSS Guadeloupe a postulé pour pouvoir organiser cette manifestation. C'est la deuxième fois. La première fois a eu lieu en 2009 et donc c'était un challenge pour nous de réitérer l'expérience. Et donc on a obtenu satisfaction en ayant l'obtention de cette organisation. Voilà, c'est un gros challenge pour nous, mais en partie relevé parce que ça se fait et les gens ont l'air déjà satisfaits de l'événement. Ça a bien démarré parce qu'on ne pensait pas faire, je pense, aussi bien. Le résultat, on est 4e, donc on est à rien du podium et on peut gratter encore un peu, je pense. Puis pour des gens qui viennent d'un plan d'eau intérieur, c'est plutôt pas mal, on est content, je pense. J'ai commencé depuis 6 ans à peu près. Et oui, chez nous, il fait quand même assez froid par rapport à ici, donc c'est un choc pour nous d'être là. Le climat nous donne plus envie de naviguer ici que chez nous. La ville s'oriente énormément vers la mer. Comme vous avez pu le constater, on a eu une étape de la Carujet déjà. Depuis qu'on est élu, on prend chaque année une étape du TGVT. Donc il y aura encore une étape du TGVT à Sainte-Anne cette année. Donc on essaie vraiment de s'orienter vers les sports nautiques parce que bon, après on a un beau lagon, donc autant le mettre en avant et permettre aux jeunes Sainte-Annais et aux jeunes Guadeloupéens en tout cas de s'orienter vers la mer. Nous, l'idée ce serait vraiment à long terme, pas à court terme, à long terme de pouvoir vraiment développer la partie Galba, la marina, pour les sports justement, les métiers de la mer. Après pour les sports nautiques, on a une base nautique régionale, donc tant qu'à faire, autant l'utiliser au mieux et puis permettre à tout un chacun de savoir que cette base nautique régionale elle existe. Et puis on a quand même pas mal de clubs qui gravitent autour de cette base nautique.
Et on reste dans le domaine de la compétition interscolaire. Le jeudi 26 mai à Bémao se déroulera la première compétition de robots intercollèges de la Guadeloupe. 12 équipes de différents établissements de l'archipel s'affronteront autour d'une série d'épreuves imposées. Hier, nous avons assisté à une séance d'entraînement de l'équipe du CREPS. Reportage Maxime Morel. C'est un projet international de la First Lego League qui englobe plusieurs pays. Donc des équipes de collégiens de plusieurs pays. Donc là, nous sommes dans les équipes des 9-14 ans et qui consiste à relever un challenge. Donc ils ont des missions à accomplir avec un robot sur une table. Donc un robot à programmer, un robot à construire, un robot à programmer pour pouvoir remplir des différentes missions. Pour fonctionner le robot, il faut le programmer sur un ordinateur et on ne devra pas le toucher pendant le concours. Donc il y a une phase algorithmique au niveau de l'ordinateur. On met en place une stratégie dans un premier temps et ensuite on programme des algorithmes au niveau de l'ordinateur et on transfère les programmes sur le robot. Donc il y a un certain nombre de missions avec un nombre de points. Il y a des nombres de points dans les missions. Donc le robot devra effectuer les missions en ayant le plus de points que possible. À un moment, il doit trier des cubes de couleurs, démolir un bâtiment et faire le compost et d'autres choses. Donc, cela fait environ 3 mois qu'on y travaille, à raison d'1h30, 3 fois par semaine. C'est le projet de la First Lego League qui organise un challenge international de robotique et qui rassemble plusieurs établissements de la Guadeloupe pour présenter plusieurs prestations. Donc on tient particulièrement à remercier la Fondation Blandin, la région Guadeloupe, le club Rotary et la RBS pour nous permettre de participer à ce challenge. Et on rappelle que l'équipe gagnante représentera la Guadeloupe en 2017 lors de la Robotique First Québec à Montréal. Cette compétition internationale de robotique accueille chaque année plus de 50 000 élèves de différents collèges du monde. Il est 13h01, on passe une petite pause de pub et on se retrouve juste après. On continue donc le ZCL. Je rappelle que c'est aujourd'hui, et c'est l'information principale, c'est la journée de l'obésité, puisque plus d'1 milliard de personnes dans le monde entier sont touchées par cette maladie, qui touche aussi beaucoup de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes surtout, malheureusement. Sinon, on revient à des considérations plus économiques, puisque Vanessa Félix est là. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, Vanessa, on va parler de l'octroi de mer, mais avant, du protectionnisme. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le protectionnisme se traduit par des politiques qui interviennent dans les économies d'un pays afin d'avantager, de protéger ses propres entreprises face à la concurrence étrangère. Donc, en fait, le protectionnisme, par conséquent, eh bien, il a pour rôle de maintenir, voire de renforcer les forces productrices d'un pays. Et donc, il peut agir sur un ou plusieurs secteurs de l'économie. Enfin, quand on parle de secteur, on va penser à l'agriculture ou à l'industrie. À l'industrie, bien sûr. Voilà, c'est cela. Et donc, en fait, il peut prendre plusieurs formes. Alors, on entend souvent parler de taxes, de droits de douane, mais il y a également les normes, les limitations, voire les interdictions d'importation. Oui. Et donc, en Guadeloupe, plus largement dans les régions d'outre-mer, eh bien, il se décline par le biais de l'octroi de mer. Alors, cet octroi de mer dont on parle, qui est cette taxe un peu invisible, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, déjà, l'octroi de mer est une taxe très, très ancienne qui remonte à l'esclavage, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Et à l'époque, eh bien, elle n'intervenait que sur les produits qui étaient importés en Guadeloupe. Toutefois, depuis le XVIIe siècle, des années se sont écoulées, eh bien, il y a eu des réformes concernant l'octroi de mer. Les réformes, ce sont des évolutions quant à l'application de la taxe.
Donc avant, elle n'intéressait que les produits qui étaient importés. Et depuis 1992, eh bien, il y a également les produits qui sont fabriqués en Guadeloupe qui sont taxés. Oui. Et depuis plus récemment, c'est-à-dire en 2015, eh bien, il y a eu une réforme qui est appliquée sur les produits livrés par les producteurs qui réalisent non plus 550 000 euros de chiffre d'affaires, mais 300 000 euros de chiffre d'affaires. On a abaissé le chiffre d'affaires des gens qui sont taxés. Voilà, on a baissé, comment dire, la référence. Oui, oui. En clair, eh bien, il y a plus d'entreprises qui sont touchées par l'octroi de mer, beaucoup plus. L'octroi de mer interne. Alors, oui. Quel est l'objectif visé par cet octroi de mer? Eh bien, l'objectif officiel, comme j'en ai parlé plus tôt avec le protectionnisme, c'est vraiment de décourager, alors d'avantager la production locale en décourageant les entreprises étrangères d'importer. Et par conséquent, de fil en aiguille, eh bien, c'est de diriger les consommateurs de façon un peu indirecte vers la production guadeloupéenne. Oui, oui. Et c'est pour cela que certaines importations sont plus taxées que les produits qui sont faits en Guadeloupe. Toutefois, le fait que la taxe soit également appliquée à la production locale, eh bien, cela minimise en fait l'efficacité protectionniste en fait. Parce que si elle n'était pas appliquée comme au XVIIe siècle, je dirais qu'aux produits qui sont importés en Guadeloupe, eh bien, nos producteurs guadeloupéens auraient un net avantage par rapport à la concurrence étrangère. Alors, qui perçoit cet octroi de mer? Alors, ceux qui le perçoivent, ce sont les collectivités régionales. On entend par là les communes qui, pour elles, en fait, cette taxe est considérée comme une ressource. Donc c'est la douane qui collecte cette taxe et qui la reverse à la région, c'est ça? C'est cela. Oui. Et donc, en fait, elle s'élève à 220 millions, ce qui n'est pas du tout négligeable. Oui. Et donc, c'est vraiment une ressource très conséquente, en fait, pour les communes. Alors, vous savez qu'il y a des gens qui demandaient à supprimer cet octroi de mer. Si elle était supprimée, qu'est-ce qui se passerait? Alors là, c'est vraiment le grand de la question, parce que c'est un débat qui est fortement alimenté. Certains disent qu'il faudrait la supprimer, d'autres disent qu'il ne faudrait pas la supprimer. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Bon, on va commencer par les inconvénients. Eh bien, si on supprime l'octroi de mer, les entreprises locales ralentiraient en termes de croissance. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'octroi de mer sera supprimé, eh bien, il y aura une augmentation de l'importation assez conséquente. Et donc, les producteurs guadeloupéens se verront faire face... Ils seront défavorisés. À une concurrence. Oui, voilà, une concurrence qui, certains peut-être arriveront à rivaliser, alors que d'autres non. Oui. Donc, ils vont couler. Et donc, de ce fait... Il y a un lien qui est fait par des études plutôt récentes concernant le taux de chômage qui, comme les producteurs guadeloupéens, eh bien, leur activité se verrait ralentir, il y aurait une augmentation du chômage qui est considérée de 1 point, ce qui est beaucoup en fait. Plus de 50% des jeunes de votre âge sont sans emploi dans ce pays. Alors, oui. Alors, donc, je continue avec le producteur. Donc ça, c'est un premier point interne, c'est-à-dire au niveau de la Guadeloupe. Toutefois, en fait, là, on va arriver aux avantages. Eh bien, lorsque le producteur guadeloupéen va exporter, eh bien, avec l'absence de cette taxe, il sera plus concurrentiel, c'est-à-dire que son prix de vente final va par conséquent diminuer. Donc ça, c'était du côté du consommateur. Maintenant, du côté du producteur. Oui, c'est cela. Maintenant, du côté du consommateur, eh bien, le fait qu'il y ait de la concurrence, cela aura pour effet de diminuer les prix. Oui. Dans les rayons vers le bas, c'est ça. Voilà, c'est cela. De façon très simple, par exemple, je suis un producteur, je ne sais pas moi... D'ananas. Voilà, d'ananas italien, je ne sais pas si en Italie on fait des ananas, je pense. Et vous êtes un producteur guadeloupéen. Eh bien, si je fixe
mon prix, par exemple, je vais dire un truc comme ça, à 8 €, et que vous êtes à 7 €, et bien moi, je dirais, bon, pour être plus compétitif, il faudrait que je mette peut-être à 6,80 €. Oui. Et vous allez également baisser. Oui. Et jusqu'à ce qu'on arrive à un équilibre, en fait, un équilibre général. Et où de ce côté du raisonnement, cela va fortement avantager les consommateurs. Les consommateurs. En fait, la concurrence en général avantage toujours les consommateurs. Alors, j'ajoute que, bien sûr, cette taxe sert aussi à financer la région. Voilà, oui. Donc, par conséquent, forcément, il y aura des répercussions. Donc, la suppression de cette taxe va impacter les dépenses courantes des administrations. Ça, c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, il y aura une réduction des propositions d'emploi. Ouais. Okay, parce qu'on a moins d'argent, donc on peut moins embaucher compte tenu de notre budget. Et enfin, l'investissement public va diminuer de 13%. Ça, c'est encore en fonction des études récentes qui ont été menées. Et quand on entend dépenses publiques, il faut penser au réseau routier, à l'éclairage public. Ce qu'on appelle la commande publique, en fait. Hein, la commande. Voilà, c'est ça. Bien. Donc, en résumé, faut-il garder ou non la TVA, l'octroi de mer? Je vous pose la question, Vanessa. Eh bien... de sens général, le protectionnisme est fait pour accompagner une économie qui naît. C'est-à-dire que voilà, c'est comme un petit bébé, il faut le protéger, faut l'encadrer, faut essayer de l'avantager. Mais une fois que cette économie est développée, il faut enlever justement cette protection. Il faut enlever ce protectionnisme, donc l'octroi de mer. Et donc la bonne question, c'est pas à savoir si oui ou non il faut enlever cette taxe, mais se demander est-ce que l'économie guadeloupéenne est assez développée pour se passer de l'octroi de mer. Voilà, c'est la bonne question. En tout cas, merci Vanessa. La semaine prochaine, la prochaine fois, on parlera des disparités des prix entre la Guadeloupe, plus généralement les deux. Non, plutôt la Guadeloupe. On va rester sur la Guadeloupe par rapport à la France. D'accord. Bien, c'est noté. Dernier sujet d'information avant la revue de presse. Et avant de recevoir le maire de Sainte-Rose qui doit nous attendre, j'ai ici, dernière information, il a aussi aidé de développement économique. Et oui, Danick, hier au Sénat s'est déroulée une journée sur le thème défis et opportunités des collectivités françaises des Amériques. L'accent a été mis sur les entreprises comme vecteur du développement économique. Je vous propose d'écouter tout de suite le reportage de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. Alors, le colloque d'aujourd'hui s'inscrit dans un cycle de conférences annuelles, de conférences économiques sur les 3 bassins qui représentent les bassins océaniques dans lesquels se trouvent les territoires d'outre-mer. Nous sommes donc sur la 2e conférence et cette 2e conférence est effectivement intitulée « Défis et opportunités ». Et pourquoi? Parce que nos territoires qui sont concernés aujourd'hui, qui s'étendent de Saint-Pierre-et-Miquelon du côté du Canada jusqu'à la Guyane du côté de l'Amérique du Sud, sont effectivement soumis à de véritables défis. Nos territoires sont isolés, nos territoires sont peu développés, les conditions d'approche sont difficiles, le développement n'a peut-être pas atteint partout le même niveau qu'il devrait avoir ailleurs et je pourrais vous citer des quantités de difficultés auxquelles nous sommes, nous, territoires ultramarins, confrontés et particulièrement dans ce bassin. Et pourquoi je parle d'opportunités? Parce que j'ai voulu donner la chance aujourd'hui aux personnes qui s'expriment de mettre en valeur ce que sont les opportunités de nos territoires. Je vais vous prendre quelques exemples. La Guyane, avec son bois ou avec l'or, ce sont des véritables opportunités autour desquelles on peut construire un développement économique futur, durable, maîtrisé. Et ça, c'est un exemple. La Martinique a commencé très tôt, on l'a vu, en transformant le produit de la canne pour faire du rhum. Mais aujourd'hui, la Martinique, ce qui fait plaisir à entendre, c'est qu'autour du vieillissement de la population, qui pourrait paraître
apparaître comme un handicap, on se rend compte que que la Martinique a fait un choix politique de développer une activité de service à la personne qui pourrait être exemplaire pour le reste de la France et des Outre-mer. On pourrait continuer. Nous avons des avantages naturels liés par exemple au climat, qui nous permettront certainement d'ouvrir des débouchés considérables dans le domaine des énergies renouvelables, etc. Donc nous sommes vraiment sur des territoires dont ce que je veux montrer, si vous voulez, c'est que les handicaps auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons tous les transformer en atouts, et c'est un petit peu ça l'objectif, la démonstration que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais écoutez, d'abord il s'agit d'une conférence économique, c'est-à-dire que une conférence économique de bassin, l'idée est de montrer que dans nos territoires, il existe déjà, et nous espérons donner un coup de pouce pour que d'autres... 13h21, ne quittez pas l'antenne, on prend une pause de pub et puis on se retrouve tout à l'heure avec notre invitée Claudine Bajazi, maire de Sainte-Rose, qui sera notre invitée avec Marie-Jacques et notre ami Jessie Gouvindama pour l'interroger, ainsi que moi-même. A tout de suite.